Lorsque nous naissons, personne ne nous demande si nous acceptons les lois. Nous arrivons dans un monde déjà organisé. Il y a des règles, des frontières, des États, des tribunaux, des policiers, des impôts, des droits, des interdictions, des obligations. On nous dit ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est légal, ce qui est interdit, ce qui appartient à l'individu, ce qui appartient à la société. Et très vite, une question apparaît. Pourquoi devrions-nous obéir? Pourquoi un gouvernement aurait-il le droit de décider pour nous? Pourquoi acceptons-nous qu'un État limite notre liberté? Pourquoi un homme libre accepterait-il de se soumettre à une autorité politique? Cette question est l'une des plus importantes de toute la philosophie politique. Car derrière elle se cache un problème immense. Comment des êtres humains naturellement libres peuvent-ils vivre ensemble sans se détruire? Pour répondre à cette question, 3 philosophes vont proposer 3 visions différentes de l'homme, de la liberté et de l'État. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. 3 penseurs, 3 réponses, 3 manières de comprendre le contrat social. Pour Hobbes, l'État naît de la peur. Pour Locke, l'État naît de la protection des droits. Pour Rousseau, l'État légitime naît de la volonté générale. Et à travers eux, une question continue de nous concerner aujourd'hui. Obéir à la loi, est-ce perdre sa liberté, ou est-ce la condition même pour devenir libre? Pour comprendre ce débat, il faut commencer par une idée centrale. L'état de nature. L'état de nature, ce n'est pas forcément une période historique précise. Ce n'est pas nécessairement un moment réel, où les hommes auraient vécu avant toute société. C'est plutôt une expérience de pensée. Les philosophes se demandent que serait l'être humain s'il n'existait pas encore d'État. Pas de gouvernement, pas de loi civile, pas de police, pas de juge, pas d'institution politique. Seulement des individus face aux autres individus. Dans cet état, que se passerait-il? Les hommes vivraient-ils en paix? Ou entreraient-ils en conflit? Auraient-ils déjà des droits? Ou seulement de la force? Seraient-ils naturellement bons ou naturellement dangereux? La réponse à cette question change tout, car selon l'image que l'on se fait de l'homme avant l'État, on ne construit pas la même politique. Si l'homme est dangereux, il faut un pouvoir fort. Si l'homme est raisonnable, il faut un pouvoir limité. Si l'homme est libre, mais corrompu par les institutions, il faut repenser toute la société. Commençons par Hobbes. Thomas Hobbes vit au XVIIe siècle dans une Angleterre déchirée par les conflits politiques et religieux. Il voit la guerre civile, il voit le désordre, il voit ce qui se passe lorsque l'autorité s'effondre. Et cette expérience marque profondément sa philosophie. Pour Hobbes, le problème fondamental de la politique n'est pas d'abord la liberté, c'est la sécurité. Car sans sécurité, aucune vie humaine stable n'est possible. Dans son œuvre majeure, le Léviathan, Hobbes imagine les hommes dans l'état de nature. Et sa vision est sombre. Dans l'état de nature, il n'existe pas de pouvoir commun capable d'imposer des règles. Chacun possède une liberté totale. Mais cette liberté totale devient rapidement un danger. Pourquoi? Parce que si chacun peut faire tout ce qu'il veut, alors chacun devient une menace pour les autres. Même si je ne veux pas attaquer mon voisin, je ne peux jamais être certain que lui ne m'attaquera pas. Même si je désire la paix, je dois me préparer à la guerre. Même si je veux seulement me protéger, l'autre peut interpréter ma protection comme une menace. Alors la méfiance grandit, puis la peur, puis la violence. Pour Hobbes, les hommes sont relativement égaux dans leur vulnérabilité. Même le plus faible peut tuer le plus fort par ruse, par alliance ou par surprise. Personne n'est totalement à l'abri. Et cette égalité dans la capacité de nuire crée une insécurité permanente. Hobbes identifie 3 grandes causes de conflit entre les hommes: la compétition, la méfiance et la recherche de gloire. La compétition pousse les hommes à s'affronter pour obtenir les mêmes biens. La méfiance les pousse à attaquer par prévention. La gloire les pousse à se battre pour l'honneur, la réputation, la domination symbolique. Dans un monde sans autorité supérieure, ces tensions deviennent incontrôlables. C'est ainsi que Hobbes formule l'une des idées les plus célèbres de la philosophie politique. L'état de nature est une guerre de tous contre tous. Cela ne signifie pas nécessairement que les hommes se battent à chaque seconde, mais cela signifie que la menace de la violence est toujours présente. La paix n'est jamais garantie. La confiance est impossible. Les projets à long terme deviennent fragiles. Pourquoi construire une maison si quelqu'un peut venir la prendre? Pourquoi cultiver une terre si personne ne protège votre récolte?
Pourquoi faire confiance à une promesse si aucune autorité ne peut punir celui qui l'a trahi? Dans cet état, dit Hobbes, la vie humaine est solitaire, pauvre, brutale et courte. L'homme ne peut pas développer pleinement son existence parce qu'il vit dans la peur permanente. Et c'est précisément cette peur qui pousse les hommes à sortir de l'état de nature. Chez Hobbes, le contrat social naît d'un calcul rationnel. Les hommes comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre dans l'insécurité. Ils acceptent donc d'abandonner leur droit naturel illimité. Ce droit naturel, chez Hobbes, c'est le droit de faire tout ce qui semble nécessaire à sa conservation. Dans l'état de nature, chacun a droit à tout, parce qu'il n'existe aucune autorité commune pour limiter ce droit. Mais si chacun a droit à tout, alors personne ne possède vraiment rien de manière stable. Donc, les hommes font un pacte. Ils renoncent à leur liberté totale. Ils transfèrent leur puissance à une autorité commune. Cette autorité, Hobbes l'appelle le souverain. Le souverain peut être un roi, une assemblée, une puissance politique centrale. Ce qui compte, c'est qu'il ait assez de force pour imposer la paix. L'État devient alors un léviathan, une puissance immense, créée par les hommes eux-mêmes pour les protéger de leur propre violence. Chez Hobbes, l'État est donc une solution à la peur. Nous obéissons parce que l'alternative est pire. Mieux vaut perdre une partie de sa liberté naturelle que vivre dans la terreur permanente. Mieux vaut un pouvoir fort qu'un chaos sans loi. Cette pensée peut sembler autoritaire, et elle l'est en partie, car pour Hobbes, une fois le souverain institué, il doit être puissant. S'il est faible, les hommes retombent dans le conflit. S'il ne peut pas imposer la loi devient inutile. La priorité n'est donc pas de limiter le pouvoir, mais d'empêcher le retour de la guerre civile. Mais cette vision pose un problème. Si le souverain est trop fort, que devient la liberté? Si l'État possède presque tout le pouvoir, comment empêcher l'oppression? Si nous créons un monstre pour nous protéger, comment être certain que ce monstre ne se retournera pas contre nous? C'est ici que John Locke entre dans le débat. Locke vit lui aussi au XVIIe siècle, mais sa vision de l'homme et de l'État est différente. Là où Hobbes voit surtout la peur et le conflit, Locke voit des individus capables de raison. Pour Locke, l'état de nature n'est pas nécessairement une guerre permanente. Il peut exister une certaine forme de paix. Pourquoi? Parce que les hommes possèdent déjà des droits naturels. Avant même l'existence de l'État, l'homme a droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces droits ne sont pas créés par le gouvernement, ils existent avant lui. Et c'est même pour les protéger que le gouvernement doit être créé. Cette différence est fondamentale. Chez Hobbes, les hommes donnent leur puissance à l'État pour sortir du chaos. Chez Locke, les hommes créent l'État pour mieux protéger des droits qu'ils possèdent déjà. L'État n'est pas propriétaire de nos droits. Il en est le gardien. Pour comprendre Locke, il faut aussi rappeler une autre partie de sa philosophie. Locke est célèbre pour l'idée de la tabula rasa, la page blanche. Dans sa théorie de la connaissance, il affirme que l'esprit humain ne naît pas avec des idées innées. Nos idées viennent de l'expérience, de la sensation, de l'observation, de l'éducation, du contact avec le monde. Cela concerne surtout la connaissance. Mais politiquement, Locke pense malgré tout que les hommes possèdent des droits naturels. Ce n'est pas contradictoire. D'un côté, notre esprit se forme par l'expérience. De l'autre, notre existence morale et politique implique des droits fondamentaux. Pour Locke, dans l'état de nature, les hommes sont libres et égaux. Mais cette liberté n'est pas le droit de faire n'importe quoi. Elle est limitée par la loi naturelle. La loi naturelle signifie que personne ne devrait nuire à la vie, à la liberté ou au bien d'un autre. Chaque homme doit respecter les droits des autres, parce qu'ils sont des êtres humains comme lui. Mais alors, si l'état de nature n'est pas forcément une guerre de tous contre tous, pourquoi créer un État? Locke répond, parce que même si des droits existent, ils restent fragiles sans institution commune. Dans l'état de nature, chacun est juge de sa propre cause. Si quelqu'un vole mon bien, je dois me défendre moi-même. Si quelqu'un m'agresse, je dois faire justice moi-même. Mais lorsque chacun devient juge, le risque est immense. La colère déforme le jugement. L'intérêt personnel influence la décision. La vengeance peut remplacer la justice. Donc le problème de l'état de nature, chez Locke, n'est pas l'absence totale de morale, c'est l'absence d'un juge impartial. Il manque une autorité commune capable de trancher les conflits de manière stable. C'est pour cela que les hommes établissent un gouvernement. Ils ne renoncent pas à leurs droits. Ils confient à l'État la mission de les protéger. L'État doit garantir la vie, garantir la liberté, garantir la propriété. Mais il ne doit pas devenir absolu. Car si le gouvernement détruit les droits qu'il devait protéger, il trahit sa mission. Et dans ce cas, le peuple peut lui résister. Voilà la grande différence avec Hobbes.
Chez Hobbes, la rébellion contre le souverain est très dangereuse, car elle risque de ramener la guerre civile. Chez Locke, la résistance peut être légitime si le gouvernement devient tyrannique. Le pouvoir politique n'est pas sacré, il est conditionnel. Il existe pour servir les droits des citoyens. S'il les viole, il perd sa légitimité. Locke devient ainsi l'un des grands penseurs du libéralisme politique. Sa pensée influencera profondément les idées modernes de droits individuels, de gouvernement limité, de consentement, de propriété et de résistance à la tyrannie. Mais Locke pose aussi une question difficile. Si l'État existe surtout pour protéger la propriété, ne risque-t-il pas de protéger davantage ceux qui possèdent déjà ? Si la liberté est pensée principalement comme protection des droits individuels, comment penser l'inégalité sociale ? Et surtout, l'homme est-il vraiment libre dans une société fondée sur la propriété, la compétition et les intérêts privés ? C'est ici que Rousseau arrive, et Rousseau va bouleverser le débat. Jean-Jacques Rousseau ouvre son contrat social avec une phrase devenue célèbre. « L'homme est né libre, et partout, il est dans les fers. » Cette phrase résume toute la tension de sa pensée. Pour Rousseau, l'homme naturel était libre. Mais la société l'a enchaîné. Il ne s'agit pas simplement des chaînes visibles. Il ne parle pas seulement de prison, de tyrannie ou d'esclavage politique. Il parle aussi des chaînes invisibles. Le regard des autres, la comparaison, l'orgueil, la dépendance, l'inégalité, la richesse, la domination sociale. Rousseau ne pense pas l'état de nature comme Hobbes. Pour lui, l'homme naturel n'est pas un être violent cherchant à dominer tout le monde. Il est plutôt simple, solitaire, limité dans ses besoins. Il cherche à se conserver. Il ressent une forme de pitié naturelle face à la souffrance d'autrui. Il n'est pas encore corrompu par la vanité sociale. Ce qui corrompt l'homme, selon Rousseau, ce n'est pas la nature. C'est une certaine organisation de la société. Avec la propriété, les comparaisons, les dépendances et les hiérarchies, les hommes commencent à se mesurer les uns aux autres. L'un possède plus, l'autre moins. L'un commande, l'autre obéit. L'un est admiré, l'autre méprisé. La société crée alors des formes d'inégalité qui défigurent la liberté humaine. Mais Rousseau ne dit pas simplement qu'il faut revenir à la nature. Il sait que ce retour est impossible. La question est donc, comment construire une société dans laquelle l'homme obéit aux lois sans perdre sa liberté ? Voilà le cœur du contrat social. Pour Rousseau, le problème politique fondamental est de trouver une forme d'association qui protège chacun, mais dans laquelle chacun reste aussi libre qu'avant. Cela semble impossible, car obéir à une loi, n'est-ce pas perdre sa liberté ? Rousseau répond, pas nécessairement. Tout dépend de la loi à laquelle on obéit. Si j'obéis à la volonté d'un autre homme, je suis soumis. Mais si j'obéis à une loi que j'ai contribué à former comme membre du peuple souverain, alors j'obéis à moi-même en tant que citoyen. C'est ici qu'apparaît l'idée centrale de Rousseau, la volonté générale. La volonté générale n'est pas simplement la somme des désirs individuels. Ce n'est pas juste l'opinion de la majorité à un moment donné. C'est la volonté orientée vers l'intérêt commun. Ce que le peuple veut, non pas en tant que collection d'intérêts privés, mais en tant que corps politique cherchant le bien commun. Chez Rousseau, un peuple est libre lorsqu'il se donne à lui-même ses propres lois. La liberté politique n'est donc pas l'absence totale de règles, c'est l'autonomie collective. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut. Être libre, c'est vivre sous des lois dont nous sommes collectivement les auteurs. Cette idée est puissante, mais elle est aussi dangereuse si elle est mal comprise, car si quelqu'un prétend incarner la volonté générale à lui seul, il peut imposer sa volonté personnelle au nom du peuple. Rousseau cherche une liberté républicaine. Mais son idée peut être récupérée par des pouvoirs autoritaires s'ils affirment parler au nom du peuple contre les individus. C'est pourquoi Rousseau reste à la fois fascinant et difficile. Il veut dépasser Hobbes et Locke. Contre Hobbes, il refuse l'idée que la politique repose seulement sur la peur et l'obéissance à un pouvoir fort. Contre Locke, il pense que la société ne peut pas se réduire à la protection des intérêts privés et de la propriété. Pour Rousseau, le vrai contrat social doit transformer les individus en citoyens. Il ne s'agit pas seulement de vivre côte à côte, il s'agit de former un peuple, un corps politique, une communauté capable de décider pour le bien commun. Maintenant, si l'on compare les trois penseurs, le débat devient très clair. Hobbes part de la peur. Il dit « Sans un pouvoir fort, les hommes risquent de se détruire. Donc, l'État est nécessaire pour garantir la sécurité. »
Locke part des droits. Il dit « Les hommes possèdent naturellement des droits. L'État est nécessaire pour les protéger, mais il doit rester limité. » Rousseau part de la liberté. Il dit « L'homme est né libre, mais les sociétés injustes l'enchaînent. Le contrat social doit créer une communauté politique où chacun obéit à la loi commune sans devenir esclave d'un autre. » 3 visions, 3 réponses à la même question. Pourquoi obéir? Hobbes répond « Nous obéissons pour survivre ». Locke répond « Nous obéissons pour protéger nos droits ». Rousseau répond « Nous obéissons à la loi légitime pour rester libres ensemble ». Et c'est pour cela que leur débat reste actuel. Lorsque nous acceptons l'autorité de l'État, sommes-nous dans la logique de Hobbes? Nous voulons la sécurité. Nous acceptons des lois, des contrôles, une police, une justice, parfois des restrictions, parce que nous avons peur du chaos. Lorsqu'on parle de liberté individuelle, de droits fondamentaux, de propriété, de limites du gouvernement, nous sommes proches de Locke. Nous demandons, jusqu'où l'État peut-il aller? À quel moment protège-t-il nos droits? À quel moment commence-t-il à les menacer? Et lorsque nous parlons de démocratie, de peuple, d'intérêt général, de souveraineté populaire, nous retrouvons Rousseau. Nous demandons, une loi est-elle légitime si elle ne sert qu'une minorité? Le peuple décide-t-il réellement? Ou bien les citoyens obéissent-ils à des décisions prises loin d'eux? Ce débat traverse encore notre monde. Faut-il plus d'État pour garantir la sécurité? Ou moins d'État pour protéger la liberté? La propriété est-elle un droit naturel ou une source d'inégalité? La majorité suffit-elle à rendre une décision juste? Peut-on forcer quelqu'un à être libre? À quel moment l'obéissance devient-elle servitude? À quel moment la désobéissance devient-elle légitime? Hobbes, Locke et Rousseau ne sont pas seulement des auteurs anciens. Ils sont encore présents dans nos débats modernes. Quand une société traverse une crise, Hobbes revient. Les gens demandent de l'ordre, de l'autorité, de la protection. Quand un gouvernement dépasse ses limites, Locke revient. Les citoyens parlent de droit, de liberté, de résistance. Quand le peuple ne se reconnaît plus dans les institutions, Rousseau revient. On parle de souveraineté, de volonté générale, de démocratie réelle. Le contrat social n'est donc pas une vieille théorie abstraite. C'est une question vivante. Chaque société repose sur un pacte, même lorsqu'il n'est pas écrit. Ce pacte dit « Voici ce que nous acceptons. Voici ce que nous refusons. Voici ce que nous donnons à l'État. Voici ce que l'État doit nous garantir. » Mais lorsque ce pacte est rompu, la crise commence. Si l'État ne protège plus, Hobbes est trahi. Si l'État viole les droits, Locke est trahi. Si l'État ne représente plus l'intérêt commun, Rousseau est trahi. Alors, la confiance disparaît. Et sans confiance, aucune société ne peut durer longtemps. La grande leçon de ce débat est peut-être celle-ci. L'État n'est jamais légitime, simplement parce qu'il est puissant. Il doit justifier son autorité. Par la sécurité, dirait Hobbes. Par la protection des droits, dirait Locke. Par la volonté générale, dirait Rousseau. Mais aucun pouvoir ne peut demander l'obéissance indéfiniment sans répondre à cette question. Au nom de quoi gouvernez-vous? Au fond, le contrat social est une tentative de répondre à une tension que l'humanité n'a jamais résolue complètement. Nous voulons être libres, mais nous avons besoin de règles. Nous voulons être protégés, mais nous craignons d'être dominés. Nous voulons vivre ensemble, mais nous voulons rester nous-mêmes. Nous voulons l'égalité, mais nous défendons nos intérêts. Nous voulons un peuple uni, mais nous sommes traversés par des désirs différents. Hobbes nous rappelle que sans ordre, la liberté peut disparaître dans la violence. Locke nous rappelle que sans droit, l'ordre peut devenir oppression. Rousseau nous rappelle que sans bien commun, la société peut devenir une simple addition d'égoïsme. Peut-être qu'aucun des trois n'a totalement raison seul, mais chacun voit une partie du problème. Hobbes voit la peur, Locke voit le droit, Rousseau voit la liberté collective. Et ensemble, ils nous obligent à poser la question essentielle. Quelle société voulons-nous construire? Une société où l'on obéit parce qu'on a peur? Une société où l'on obéit parce que nos droits sont protégés? Ou une société où l'on obéit parce que nous reconnaissons la loi comme l'expression d'une volonté commune? La réponse n'est pas simple. Mais une chose est certaine, obéir n'est jamais un acte neutre. Obéir, c'est reconnaître une autorité. C'est accepter qu'une règle limite notre action. C'est admettre que vivre ensemble exige plus que nos désirs individuels. Mais pour que cette obéissance soit légitime, elle doit avoir une raison. Sans raison, elle devient soumission. Avec une raison juste, elle peut devenir liberté politique. Et c'est peut-être là toute la difficulté du contrat social. Faire en sorte que l'homme, en entrant dans la société, ne perde pas son humanité. Faire en sorte que la loi protège sans écraser.
que l'État organise sans dominer, que la liberté individuelle ne détruise pas le bien commun, et que le bien commun ne dévore pas l'individu. Hobbes, Locke et Rousseau ne nous donnent pas une réponse définitive. Ils nous donnent 3 avertissements. Pour Hobbes, l'État naît de la peur. Méfiez-vous du chaos. Pour Locke, l'État naît de la protection des droits. Méfiez-vous du pouvoir absolu. Pour Rousseau, l'État légitime naît de la volonté générale. Méfiez-vous d'une société où l'homme obéit sans être vraiment citoyen. Et peut-être que la sagesse politique commence précisément ici. Dans la conscience que toute société doit tenir ensemble 3 exigences fragiles, la sécurité, la liberté et la justice commune. Si l'une manque, le contrat se fissure. Si les 3 disparaissent, il ne reste plus qu'une question. Pourquoi obéir encore ?